Merci à toute votre présence pour cette journée magnifiquement organisée. Bravo Anthony, bravo Julien, et puis merci à la Fédération française de rugby. Donc c'est vraiment magnifique cette journée. Donc mon objectif là, c'est déjà sur deux petits points généraux, vous parlez un petit peu de recherche dans le haut niveau sportif, parce qu'on parle bien d'accompagnement scientifique de la performance dans notre champ sportif de haut niveau et pas vraiment de recherche de type universitaire. Il faut bien sentir, à mon avis, la différence qu'il y a entre les deux approches. Et ce qu'on essaie de faire dans plusieurs fédérations, on n'est pas 36 à faire ça, c'est vraiment donc associer donc un accompagnement des entraîneurs sur le terrain avec une recherche donc de haut niveau pour un sport de haut niveau. Deuxième point général donc, que je voulais dire aussi, c'est que pour moi la problématique de l'entraînement, c'est pas le plan d'entraînement lui-même, mais vraiment maintenant, mais l'expertise, ça va être vraiment de pouvoir suivre les réponses des athlètes à l'entraînement. Et c'est ça qui fait vraiment la différence. Donc suivre les réponses des athlètes à un type d'entraînement et pouvoir adapter au quotidien. Donc les progrès récents qu'on a pu faire dans ces approches d'entraînement, elles sont vraiment liées à ça. Et quand on va parler d'entraînement en hypoxie, d'entraînement donc en situation chaleur plus l'hypoxie, donc là il ne faut pas ignorer qu'on va cumuler des stress différents. Et donc cette problématique de monitoring et de suivi, réaction des athlètes à ces différents stress combinés devient vraiment essentielle. Donc c'est ce que je vais tâcher de vous présenter en vous montrant quelques outils simples en fait qui sont venus de ma propre expérience, que j'ai affiné donc aussi dans toutes les relations, les recherches qu'on a pu mener avec Grégoire, avec Franck dans ce suivi de nos athlètes de haut niveau. Et donc j'ai essayé d'orienter ces suivis sur des choses essentielles, c'est-à-dire trouver des tests qui sont très informatifs, des tests qui donnent des résultats immédiats et des tests qui en fait ne perturbent pas la journée des athlètes. Voilà moi ce qui m'a guidé un petit peu dans ce que je vais vous présenter aujourd'hui, tout au cours de ma carrière d'entraîneur des équipes de France et puis après effectivement d'accompagnateur, d'athlètes, de formateurs, d'entraîneurs et du travail qu'on peut faire à tous ces niveaux-là. Donc l'hypoxie dans le Centre national d'entraînement des équipes de France de biathlon et de ski de fond et de combiné nordique, en fait, moi, déjà dès que j'étais entraîneur, on travaillait beaucoup en hypoxie. Et ça depuis, parce qu'il fallait chercher la neige sur les glaciers, etc. Maintenant, vous savez qu'il n'y a plus de neige sur les glaciers et bientôt on n'aura plus de neige pour faire du ski. Donc c'est un autre problème et qui est vraiment réel, et qui nous pose vraiment gros problèmes. Mais on a commencé l'entraînement en hypoxie très tôt. Et le fait de placer des chambres en hypoxie dans notre établissement, moi je l'avais fait en 99 après les Jeux Olympiques donc de Nagano, dans une démarche qui est très très claire et qui m'a toujours motivé, c'est-à-dire chercher à optimiser la performance tout en améliorant la santé des athlètes. Et donc, quelque part, dans mon sport, à ce moment-là, au moment des années 90, bien sûr, lutter contre le dopage. Donc c'est ça qui m'a motivé. Et on est passé de systèmes très très différents. Là, il me fallait une demi-heure pour pas calibrer chaque chambre avant de mettre des gens. Puis, vous voyez, ici une chambre. Donc avec l'ancien système qui est installé ici. Le RSH dont a parlé Grégoire, il est très utilisé chez nous, notamment avec les sprinters, qui sont des efforts sur environ 2 minutes 30 à 3 minutes, répétés plusieurs fois dans la journée. Mais on est arrivé après à un nouveau système, donc c'est celui qui est installé maintenant ici, dans la pièce hypoxique que vous avez pu visiter, qui permet en fait d'avoir des suivis sur Internet à distance, de tout calibrer, d'avoir des calibrations extrêmement rapides et très très grande précision, à la fois dans le niveau d'altitude et dans le suivi. Et là, un exemple ici du chalet maintenant dans lequel en fait, Grégoire vous a parlé des durées de stimulation en hypoxie, c'est un point très important, mais de pouvoir vivre dans ces situations-là permet d'y prendre les repas, de se faire masser, et donc ce qui rajoute sans aucune contrainte notre durée de stimulation en hypoxie. Donc là, je vais passer assez vite, parce qu'on sent, vous en a déjà parlé pas mal, sur les effets de l'hypoxie à court, moyen et long terme, mais surtout ce que je vais présenter,
C'est comme l'a présenté Olivier, Grégoire, le facteur stimulant, c'est la baisse de PiO2 ou la baisse de SaO2, donc la saturation artérielle en oxygène, qui va déclencher certaines adaptations. Donc notamment, on a une visée sur l'amélioration du pouvoir tampon post-stage, donc sur des délais retardés. On va viser aussi une amélioration de l'utilisation des acides gras libres, sur une amélioration de la masse d'hémoglobine et des facteurs périphériques au niveau musculaire, avec 2,3 diphosphoglycérate, synthèse protéique, des capillaires, de la myoglobine, du nombre de mitochondries associés au bon entraînement. Donc vous voyez, c'est des effets cumulés qu'on recherche sur l'hypoxie, pas un seul effet centré sur la masse d'hémoglobine, mais plusieurs choses qui vont vraiment s'associer. Donc pour ce faire, ça va être très important en fait d'avoir un monitoring sur le stress hypoxique qui est mesuré par cette baisse de SpO2 ou de SaO2. Donc voilà, première chose, ça à suivre, parce que tout le monde ne réagit pas de la même façon à un même niveau d'altitude ou d'hypoxie. C'est très individuel, on en a déjà, vous avez déjà entendu ça, ce facteur de réponse individuelle et l'hypoxie, il est très important. Donc ce qui crée le stress, ce qui permet de mesurer le stress, c'est cette mesure avec un oxymètre de la SpO2. Deuxième chose qu'il nous faut vraiment aussi monitorer en hypoxie, c'est, vous savez, heart rate variability, la variabilité cardiaque, c'est en fait le déséquilibre neurovégétatif qu'on va pouvoir investiguer de manière non invasive à partir de la variabilité de fréquence cardiaque. Je vais développer un petit peu après. On va aussi, bien sûr, regarder le niveau de déshydratation, notamment dans les premiers jours avec cette crise hydrique, avec la fuite du pouvoir tampon. On va aussi suivre l'évolution de la masse grasse, parce qu'un des objectifs, ça va être la baisse de cette masse grasse. Et on va pouvoir voir aussi, avec un autre monitoring sur le terrain, le taux de lactate dans toujours les mêmes conditions, à la même durée de séance, parce que le taux de lactate dans une séance, il est très fluctuant, mais pris toujours au niveau de la même durée sur des séances type, ça va être un indicateur intéressant. Par exemple, chez nous, en endurance, au bout de 15 minutes d'entraînement, une intensité aérobie, on regarde quel est le taux de lactate. Ça peut être aussi un indicateur complémentaire, mais à mon avis, beaucoup moins intéressant que les précédents que j'ai cités. Donc, ce système nerveux autonome en relation avec la variabilité cardiaque, je vais m'y arrêter un petit peu. Donc il y en a beaucoup dans la salle qui connaissent, mais pour ceux qui ne connaîtraient pas, en fait cette variabilité cardiaque mesure les écarts ici qui séparent chaque onde R ici d'un complexe ECG. Et vous voyez que ces écarts en millisecondes sont différents. Plus ces écarts sont importants, plus la variabilité cardiaque sera importante. Et plus, ça veut dire plus en fait l'influence du système nerveux autonome sur le cœur est importante. Donc le cœur, il est sous la dépendance ici de notre système nerveux autonome qui non seulement en fait influence le fonctionnement cardiaque, mais aussi par ici les actions ici des nerfs va lié sous les systèmes aussi de régulation des barorécepteurs, faire qu'on va contracter plus ou moins bien les vaisseaux sanguins dans les jambes et faciliter par exemple le retour du sang qui est descendu dans les jambes vers le cœur. En estimant en fait cette capacité-là, on va avoir notre bonne capacité à fonctionner avec les barorécepteurs et aussi l'activité qu'on aura dans notre système nerveux autonome, mais la partie orthosympathique. Donc absolument aucun organe, vous le voyez, n'échappe à la commande du système parasympathique ici au niveau des nerveux dont les sorties sont cervicales haut et ici sacrum, alors que tout le long de la colonne, c'est les sorties du système orthosympathique. Donc le système parasympathique, donc le système nerveux est composé de deux sous-systèmes para-orthosympathiques sous l'influence d'un ensemble de stress, positifs ou négatifs, sur notre fonctionnement physiologique. Mais le parasympathique, il est calmant, il dirige l'homéostasie, il active la restauration des réserves énergétiques, glycogéniques notamment, il active la reconstruction cellulaire, il fait baisser la fréquence cardiaque, mais il est en relation, il est en relation avec la ventilation et notre rythme respiratoire. Ce système est extrêmement important dans la régulation de l'homéostasie. C'est donc celui qui fait qu'on va récupérer vite et vite refaire nos synthèses protéiques, glycogéniques, etc. Très important en relation avec notre vie, notre santé
à notre capacité de résister au stress et à la charge d'entraînement. L'orthosympathique, c'est exactement son opposé. Lui, en fait, c'est le système qui est activateur, qui stimule, dirige le catabolisme en fait, de dégradation de phosphocréatine, glycogène et lipides. Plus on a d'activité dans ce système-là, plus on va ouvrir les vannes et dégrader très vite nos substrats. Il augmente la fréquence cardiaque et la tonicité cardiaque, et il régule les résistances vasculaires périphériques, et son synchroniseur, c'est la régulation de la tension artérielle. Donc simplement comment ça fonctionne pour analyser. Là on a un ECG, sur 10 secondes en fait on réunit ici par exemple, ici vous voyez j'ai ce point qui est 1069 millisecondes, je le mets ici en abscisse, en ordonnée, ça me donne un point, le deuxième point, etc. Je construis donc une courbe qui est mesurée ici en millisecondes, et pour passer en battements par minute, ce qui est plus ce qu'on connaît nous au niveau sportif, j'applique simplement la formule 60 000 divisé par les millisecondes, et j'ai mes battements par minute. Donc les tests qu'on a mis en place, maintenant il y a plus de 20 ans maintenant, pratiquement 22 ans, et à l'origine donc c'était avec le docteur Jean-Pierre Fouillot de l'équipe du professeur Rieux, et après j'ai beaucoup travaillé avec le professeur aussi Regnard, et bien sûr avec Grégoire dans toutes nos publications. Mais on a mis ce test en place qui en fait associe la fréquence couchée de repos prise le matin à jeun, avec ici un passage en position debout, pour pouvoir analyser l'état homéostasique d'une personne dans une période stable, avec une petite stimulation qui est simplement le fait de se mettre debout pour avoir le sang qui descend dans les jambes, et pour voir comment s'active en fait la réponse orthosympathique. Et à partir de ça, on fait des analyses mathématiques de transformés de Fourier. C'est des décompositions de ce système d'ondes pour voir quels sont les sous-systèmes qui cohabitent, pour avoir en vert la réponse de haute fréquence, en relation avec l'activité parasympathique, et ici, en orange et en bleu, la réponse de basse fréquence et de très basse fréquence, qui sont en relation avec le système orthosympathique. Vous voyez ici un état d'équilibre parfait en position couchée, et la réponse orthosympathique ici en position debout, avec l'affaissement du niveau HF parasympathique et la réponse orthosympathique. Donc après, en connaissant donc c'est tous ces différents systèmes, et donc on peut comme ça bien sûr décomposer ces systèmes d'ondes. Le principe c'est que l'énergie résiduelle potentielle est représentée par l'amplitude moyenne des ondes, le nombre d'ondes par minute renseigne sur haute fréquence, basse fréquence, très basse fréquence, en relation avec l'orthosympathique, en relation avec le parasympathique. Donc, je résume, hein, c'est à peine plus complexe que ça, mais pour bien comprendre, on fait comme ça. Après un monitoring, là, quand on fait une mesure, on a les niveaux d'énergie couchés avec la haute fréquence qui domine la basse fréquence à un niveau d'énergie, logique en position couchée, et debout, la fréquence cardiaque, la réponse basse fréquence et la haute fréquence du parasympathique. Ça nous permet de voir un bilan qui là est parfait. Et dans le monitoring, vous voyez par exemple qu'ici, c'est un joueur de foot. Donc vous voyez ici, le niveau HF s'est effondré, la fréquence cardiaque est élevée, il a un certain type de fatigue qu'on appelle hypotonie parasympathique. Par rapport à ça, il faut aller stimuler le parasympathique. Mais vous voyez qu'ici, il a tout à fait un autre type de fatigue, alors qu'ici, en position couchée, tout va bien. Mais quand il se met en position debout, la fréquence moyennée sur 4 minutes atteint un niveau de fréquence cardiaque très élevé, donc plus de 115 battements par minute, et que la réponse ici du système orthosympathique est très très basse. Donc ça, là, c'est l'orthosympathique qui a fessé. Cette fois, en récupération, il faut aller stimuler l'orthosympathique. Donc voir s'il n'y a pas un précurseur neurotransmesseur qui est déficient, et on va surtout stimuler en vitesse lactique, en stimulation, enfin il y a tout un ensemble de combinaisons qu'on peut faire. Mais pour faire ça, en fait, il faut quand même pas mal de temps. Moi, par exemple, en étant vraiment expert dans le domaine et quand j'ai une trentaine d'athlètes à analyser, quand je vais voir un club de foot, par exemple, il me faut facile la journée pour tout analyser, faire un débriefing le soir avec le staff. Donc, je vous dis ça parce qu'avec Grégoire et plusieurs chercheurs, maintenant, on a développé un système qui s'appelle InCorpus et qui permet d'avoir, donc dans ces conditions-là, le résultat du test de manière immédiate, c'est-à-dire dans la seconde qui suit la fin de votre test, vous avez le résultat, qui est sur votre iPhone ou Android, et en même temps envoyé sur un dashboard qui est dans l'ordinateur, par exemple celui du coach, du médecin, etc. Et donc, par exemple, l'équipe AG2R a commencé à travailler avec ça, comme plusieurs équipes nationales.
Et donc, par exemple, Jean-Baptiste Clicquelet, l'entraîneur, avec ses 30 cyclistes pro qui sont dispatchés dans le monde, demande un test. Et immédiatement après le test, il a tous les résultats avec ici l'évolution des couleurs et la réponse pour chaque athlète, avec donc l'évolution relative du test du jour par rapport à la moyenne des tests non fatigue, avec le test ici, ses valeurs d'énergie ici, l'historique ici en position couchée et debout, et des remédiations adaptées à chaque profil physiologique, sachant qu'on en a défini 8, 3 non-fatigue et 5 cas de fatigue différenciés. Donc voilà, c'est un système qui en fait sort lundi prochain. Et simplement, si je reviens sur mon sujet principal maintenant, et que je montre le monitoring chez un athlète en conditions hypoxiques, voilà ce qu'on va observer. Donc là, la personne arrive, c'est un stage après Manon, altitude du lieu 1150 mètres, et vous voyez que le niveau de l'athlète global de l'énergie est très élevé, mais qu'ici, le niveau HF qui est à 8000, ici on a à peu près 2000 pour le niveau LF, là le niveau de fréquence cardiaque, situation parfaite quand on veut aller en stage hypoxique. Ça, c'est un point super important par rapport au monitoring de l'hypoxie. On ne va pas en hypoxie sur une situation de fatigue, parce que sinon, les stress associés font qu'on va être de plus en plus fatigué. Et 5 jours après, le stage, c'est fini. Vous pouvez rentrer chez vous. L'athlète peut rentrer chez lui. Et des fois, il va mettre des semaines à s'en remettre. Donc, chez une de nos meilleures athlètes, en fait, dans les stages qu'on a fait pour l'hypoxie, on est allé jusqu'à 3500 mètres d'altitude. Et quand on amène comme ça un niveau de fatigue trop important, il faut savoir que cette fatigue peut durer plusieurs mois. Donc il faut vraiment être très très précautionneux dans ces conditions-là. L'effet hypoxique, vous voyez, fait un effondrement. Donc là, cet athlète est à 3000 mètres d'altitude. Il y a un effondrement de l'activité parasympathique et en même temps une montée de la réponse de basse fréquence orthosympathique accompagnée d'une augmentation de fréquence cardiaque. Ça, c'est tout à fait normal. C'est en fait ce déséquilibre qui va lancer toutes les adaptations physiologiques à l'hypoxie, avec, comme ça a été déjà présenté, le IF, etc., toutes ces adaptations cardiaques, ventilatoires, de perte du pouvoir tampon qui vont se mettre en place. Et chose très importante dans le stage, il faut avoir ce type de monitoring-là, c'est-à-dire que sur la combinaison entraînement-hypoxie, on doit avoir ici le niveau HF qui va progressivement remonter, une certaine restabilisation s'installer, qui va nous permettre de voir à peu près quand la phase d'acclimatation est terminée, pour pouvoir ensuite placer, cette fois à nouveau, des entraînements à plus haute intensité. Mais cette première phase ici, nous, en fait, ce qu'on a vraiment mis en place, c'est qu'on met en place une stimulation hypoxique forte et après, on associe un entraînement à intensité basse pendant plusieurs jours, selon les athlètes, selon les habitudes de gestion de l'hypoxie, mais c'est monitoré. Ça va durer entre 4 et 8 jours, mais c'est mesuré. C'est pas quelque chose que, c'est pas parce qu'une année, un athlète avait une acclimatation en 4 jours que le stage d'après ou l'année d'après, ça va être en 4 jours à nouveau. Ça va fluctuer. Comme par exemple chez un autre meilleur skieur de fond, pour préparer Sochi, il était à 3000 mètres d'altitude par rapport à sa réponse. Mais pour préparer Pyeongchang, il était à 2004. Parce que, à ce moment-là, ses réponses étaient construites de cette façon-là. Donc, une des études vraiment récentes qu'on a menées donc, avec Grégoire sur nos meilleurs athlètes, et ça c'est un point aussi très important dans les études sur lesquelles on veut retirer des bénéfices dans le suivi des athlètes de haut niveau, il faut que ça soit fait avec des athlètes de haut niveau. Donc on a l'objectif de cette étude, c'était de mesurer, vous voyez, beaucoup de choses. Hein. Donc ici, donc on mesurait la bioimpédance, une performance sur 10 km en ski à roulette, une VO2 max sur cette toile labo, analyse de sang, test HRV, questionnaire. Et on avait 3 groupes. Un premier groupe, en fait, qui, lui, donc, vit sur la méthode Living High Training Low en haute altitude, mettons à peu près 2700 mètres de stimulation hypoxique. Et puis, ce groupe, tous les matins, fait un test HRV, et en fonction des résultats du test, on dit comment il doit s'entraîner individuellement. Un autre groupe qui, cette fois, est lui au même niveau d'altitude, mais suit un entraînement pré-planifié, donc réalisé par nos meilleurs entraîneurs qui connaissent très très bien l'entraînement en hypoxie.
et un autre groupe qui est le groupe contrôle, qui lui n'est pas en hypoxie, mais suit l'entraînement préplanifié. Notre objectif, c'est de voir si le groupe qui est adapté au quotidien par l'analyse HRV va réagir mieux que le groupe qui, lui, suit l'entraînement préplanifié. Donc voilà, je passe rapidement sur le système. On vérifie que les durées d'hypoxie sont identiques. On vérifie aussi que, vous voyez que sur la charge d'entraînement, elle n'est pas tout à fait répartie de la même façon, mais il n'y a pas de vraie différence. Ensuite, premier point qu'on a observé, c'est que là, vous avez les deux groupes hypoxiques. Vous voyez, la baisse de SPO2 est classique. Le groupe qui n'est pas en hypoxie, la SPO2 nocturne est beaucoup plus élevée. Et première chose qu'on a observé, c'est que la fréquence cardiaque nocturne, en fait, ici, vous avez le groupe contrôle. Là, vous avez le groupe qui est adapté au quotidien. Et là, vous avez le groupe hypoxie qui suit l'entraînement pré-planifié. Donc, on observe déjà que la fréquence cardiaque dans le groupe qui est adapté au quotidien a tendance à être plus basse. Et après, les principales différences qu'on a vues sur les deux groupes hypoxiques, c'est que celui qui avait l'entraînement adapté au quotidien, monitoré, il a beaucoup moins d'évolution de fréquence cardiaque, beaucoup moins de perturbations sur l'équilibre neurovégétatif, beaucoup moins de réponse orthosympathique que l'autre groupe. Et là, si on regarde les évolutions sur les différents paramètres, on voit qu'ici, sur la fréquence cardiaque en position couchée, on voit bien, ça part du même point, ça monte comme ça, mais hop, ça reste beaucoup plus bas et beaucoup plus stable dans le groupe qui a l'entraînement donc adapté au quotidien. Et de la même façon, on voit ici que l'entraînement adapté au quotidien permet une stabilité de l'équilibre neurovégétatif beaucoup plus efficace, quoi. Bon, après, là, rapidement, qu'est-ce qu'on observe sur ces réponses de VO2 et VO2 au deuxième seuil? C'est que tous ceux qui sont en hypoxie progressent vraiment beaucoup plus que le groupe contrôle, bien que ce soit des athlètes de même niveau. Mais ici, on voit par exemple que sur la VO2 max, dans le groupe qui est adapté au quotidien, on a 3,8% d'augmentation de VO2 max. On a 3% dans le groupe qui l'entraînement pré-planifié. Et dans la VO2 au deuxième seuil, ce qui est un indicateur vraiment très important, on a à peu près 7% d'augmentation de cette VO2 dans le groupe qui est adapté au quotidien, 4,6% dans l'autre groupe. C'est des évolutions significatives et différentes du groupe normoxique. Petite différence entre les deux groupes qui est plus en faveur du groupe qui est adapté au quotidien. Et là, vous avez la différence entre tous ceux qui font de l'hypoxie et ceux qui étaient en normoxie. Donc ça ne se discute pas. Chez les athlètes de haut niveau, encore une fois, on trouve des améliorations pourcentages qui sont très proches de ce qu'on observe classiquement dans la littérature, avec cet effet très intéressant de l'hypoxie sur amélioration de VO2 max et de VO2 au deuxième seuil. Les paramètres hématologiques, on a trouvé des améliorations que vraiment dans le groupe qui était adapté au quotidien, avec notamment une baisse significative du taux de ferritine qui montre que ce groupe-là a vraiment tapé dans la ferritine pour fabriquer des réticulocytes. Et regardez des choses vraiment qui nous ont vraiment interpellés, c'est que dans les trois groupes, on a vu en rouge des athlètes qui régressaient sur le test de performance et d'autres qui progressaient. Donc on a ensuite analysé ces deux groupes différents sur le test de performance en ski à roulette. Et l'analyse HRV a montré en bleu le groupe ici qui progresse par rapport au groupe qui régresse en rouge. On voit qu'il y a une baisse de HF en position couchée dans le groupe qui est en rouge, mais surtout, ce qu'on a observé, c'est que quand j'ai regardé les types de fatigue que ces athlètes-là avaient présentés, je retrouve des types de fatigue très différents que j'ai relatés plusieurs fois dans des études différentes. Avec les analyses mathématiques, on retrouve à chaque fois les mêmes types de fatigue. Très intéressant dans cette étude, c'est que là, la fatigue est validée par un vrai test chronométré. Ce n'est pas un questionnaire, là c'est vraiment, ok, la fatigue, on la voit. Et elle était même visuelle au bord du terrain, il n'y a pas au bord de la piste. Donc, et on retrouve les mêmes types de fatigue, ce qui valide encore plus ce type d'analyse-là. Et vous compreniez bien que fatigue différente, derrière, remédiation d'entraînement alimentaire, de soins, etc., qui sont aussi différentes. Donc, il n'y a pas une fatigue, ça c'est très important, il y a plusieurs types de fatigue. Et il ne faut pas traiter la fatigue globalement de la même façon. On peut aggraver les problèmes si on se trompe de remédiation par rapport à un certain type de fatigue.
Donc maintenant, en regardant ces deux groupes, deuxième point très important sur l'entraînement en hypoxie, eh ben, on a essayé de comprendre pourquoi les deux groupes avaient évolué de manière différente. Donc on a regardé bien sûr l'entraînement dans les deux groupes. Il se trouve que le groupe qui progresse, c'est tous les skieurs de fond, et le groupe qui régresse, c'est tous les combinés nordiques. Quand on analyse l'entraînement, voilà ce qu'on a vu. Les skieurs de fond s'entraînent sur cette période de 15 jours, 10 heures de plus que les combinés nordiques. Mais surtout, ils ont un temps passé à cette intensité qui est en dessous du premier seuil lactique, donc en dessous de 1,5 millimoles pendant toutes les séances d'entraînement ici, qui est 90% d'entraînement qui est réalisé à cette intensité-là, alors qu'on a vu qu'avant, ils avaient nettement amélioré le niveau de VO2 max et de VO2 au deuxième seuil. Donc ça, c'est un point vraiment très important sur lequel on travaille beaucoup avec Grégoire depuis plusieurs années, c'est que dans nos sports aérobies, ben, évidemment, on a jusqu'à plus de 90% d'entraînement annuel en dessous du premier seuil lactique. Pourtant, nos meilleurs athlètes, ben, ceux que vous avez vus, ceux qui suivent un petit peu le biathlon au dernier championnat du monde, bon, ben voilà, ils s'entraînent comme ça toute l'année, donc 9 entraînements sur 10, ils sont capables de vous parler. Ça, c'est physiologiquement, maintenant on sait pourquoi. Donc ce n'est pas l'objet de ma présentation, mais simplement c'est maintenant un point très très important. Et cette intensité d'entraînement, qui est non seulement très très bénéfique pour la santé des gens, est très rééquilibratrice sur l'équilibre neurovégétatif, ce qui fait que même en gymnastique, par exemple avec Rodolphe Boucher sur le pôle France, c'est un nom qui me vient juste comme ça, mais il y en a plein. Rodolphe, qui est sur le pôle France de gym à Antibes, il a remis du travail aérobie intensité basse chez les gyms, non pas pour en faire des marathoniens, mais simplement pour rééquilibrer la balance neurovégétative et faire que ces athlètes, étant en meilleure santé et en plus d'énergie, soient capables de mieux exprimer leur force explosive. Et ça amène une réflexion, c'est qu'avant, physiologiquement, on a trop considéré l'athlète comme une fibre musculaire en disant « attention, tu fais de l'endurance, tu vas faire baisser tes qualités de vitesse, etc. » Alors, il ne faut pas oublier que l'athlète, c'est un individu qui est en fait complètement systémique, en relation avec les autres, le milieu, tout ça. Il faut bien considérer les choses maintenant de manière systémique et pas envisager une analyse différente. Donc voilà ce qui a expliqué un petit peu tous ces effets-là. Donc, combiner hypoxie-entraînement, c'est bien le problème. L'orthosympathique, c'est un effet de l'hypoxie. Le parasympathique, il vient, donc lui, c'est un effet de l'entraînement. Donc c'est très important d'associer les deux. Et oui, simplement, voilà, regardez cette petite diapo pour présenter l'aspect vraiment systémique. Donc voilà un individu dans sa globalité qui s'entraîne en dessous du premier seuil lactique. Qu'est-ce que les effets physiologiques attendus, c'est quoi? Au niveau du système neurovégétatif, on va augmenter son niveau d'énergie, son niveau de santé, on va augmenter son activité parasympathique. Et ça, c'est un point très très important. Valable pour tous les sports. Pas uniquement l'endurance, mais absolument tout. Je dirais même pour tout un chacun, c'est notre niveau de santé. On va augmenter le volume d'éjection systolique par cette intensité-là. Pourquoi? Parce que en fait, le cœur reste souple à cette intensité-là et on va avoir un volume de remplissage cardiaque sur le ventricule gauche maximal pendant 30 minutes, 45, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 7 heures chez les cyclistes des fois. Et donc un impact sur le débit cardiaque à l'effort qui sera après très important. On va augmenter le volume sanguin, on va augmenter la vascularisation, cette fois musculaire, augmenter la quantité de mitochondries, les enzymes aérobies et notre capacité à métaboliser les acides gras libres en augmentant le pool enzymatique de dégradation des graisses. Donc les paramètres à suivre dans des stages de type Living High, Training High ou Living High, Training Low, c'est bien sûr SPO2-FC pendant les nuits, monitoring de la variabilité de fréquence cardiaque et FC le matin à jeun, toujours dans les mêmes conditions, composition corporelle, hydratation et lactate pendant les séances d'entraînement. Donc la SPO2, voilà un exemple de suivi ici pendant la nuit et la fréquence cardiaque. Ça nous permet de voir aussi les différents cycles du sommeil, éventuellement de voir, Grégoire en avait parlé, éventuellement les problématiques de sommeil en altitude avec ces apnées du sommeil qui peuvent être vraiment aggravées et des sommeils de plus ou moins bonne qualité. Donc
sur une étude qu'on avait menée, ici on voit par rapport au niveau d'altitude la baisse de SPO2, et ça avait été très délétère pour l'ensemble des athlètes. Donc c'est un niveau d'altitude que maintenant, on avait vu dans l'étude, qu'on ne propose plus dans les stages classiques en hypoxie. On fait très attention à ça. Donc là, je vais passer rapidement avec surtout certains exemples d'athlètes. Celui-là, il est assez caractéristique. C'est donc une fille, la championne de France de triathlon à l'époque, qui prépare ici donc, les Jeux Olympiques de Pékin. À la fin du stage hypoxique, vous voyez ici en clair, c'est son travail d'entraînement à intensité basse. Vous voyez l'importance que ça a. Elle fait la Coupe du Monde à Kitzbühel avec toutes les participantes aux Jeux. Elle fait deuxième à cette Coupe du Monde, son meilleur résultat de sa carrière à ce moment-là. Donc on est très optimiste pour les Jeux. Et puis regardez, on déroule. Et petit à petit, ici, elle arrive ici, il y a le voyage avec le jet lag. Et regardez ce qui se passe dessous, ici, en termes de variabilité cardiaque. Vous voyez, quand elle était ici, donc à Kitzbühel, la variabilité est très bonne, elle a beaucoup d'énergie, les effets du stage sont bonifiés, tout va bien. L'effet ici du jet lag fait s'effondrer la variabilité cardiaque qui ne se remet pas en place, donc sur place au jeu. Et elle se présente au moment de la course avec un niveau très très bas et bas depuis plusieurs jours ici. Donc en fait, quand on a débriefé, elle a dit « mais moi sur le ponton de départ, je pars pour faire une médaille, mais au bout de 200 mètres de nage, j'ai su que ça allait être la course la plus dure de toute ma carrière. » Et elle fait 34e, ce qui est une claque monstrueuse. Pour cet athlète, le monitoring a permis ensuite de lui dire « attention, regarde ce qui se passe. Tu fais ton jet lag, tu ne te cales pas comme tout le monde. » Encore une fois, c'est très individuel. Et on lui a proposé après des Coupes du Monde, 3 jours après son déplacement, à l'est ou à l'ouest au niveau du jet lag. Et elle a à nouveau fait des podiums en Coupe du Monde avec cette nouvelle organisation. Tenons compte de ce monitoring. Si on n'a pas ça, en fait, elle nous dit « mais moi, là, c'était tellement douloureux que j'arrête mon sport, je vais faire autre chose. » Donc là, un autre exemple, c'est sur donc un des gars médaillés donc aux Jeux de Sotchi en relais. Et vous voyez qu'on a pu voir très très tôt son problème d'infection ici en position debout. Vous voyez, ça part bien ici, et tout d'un coup, paf, ça s'effondre. Et là, la fréquence cardiaque s'élève et le niveau de réponse debout est très très bas. Et après, tout de suite, je vois sur lui qu'il est pris, qu'il commence à avoir un peu de fièvre. Et ça permet d'anticiper très tôt auprès du médecin pour arrêter tout de suite l'infection et faire que, en monitoring, on vérifie que ça remonte. Si là, ça ne remontait pas, on arrête l'hypoxie. Parce que laisser un athlète malade en hypoxie, c'est, entre guillemets, on le casse, j'allais dire mortel, mais on le détruit vraiment. Comme ça remonte, ok, tu restes en hypoxie. Comme il est soigné, qu'on revient ici, vous voyez, regardez, ça fait presque un effet ici de rebond. Et là, il a une réponse orthosympathique debout qui est exceptionnelle. Donc, et puis après, voilà, on enchaîne. Vous voyez l'enchaînement ici, dû au jour ici d'entraînement plus difficile, on revient aérobie, on fait un entraînement plus difficile, etc., etc. Donc, tout l'entraînement est monitoré de cette façon-là. Maintenant, je vous ai dit, on fait aussi de l'entraînement. Alors, je ne sais pas si ça va marcher. Alors, il y avait une petite vidéo. Je vais peut-être pas la temps. Hein. On va passer la vidéo. Vous avez vu des exemples. C'était juste pour vous montrer que ce qu'on recherche à faire dans la répétition de sprint en hypoxie, c'est vraiment à intensité maximale. Si vous voyez l'athlète qu'on encourage, qu'on pousse à fond, mais jusqu'à ce qu'il tombe par terre, quoi. C'est très important d'aller solliciter les fibres rapides dans ce type de séance-là. Très important. Donc, voilà simplement ce qu'on utilise en ski de fond dans les répétitions de sprint en hypoxie. Donc ici, 4 séries de 5 x 10 secondes d'effort max avec 20 secondes de récup. On me regarde la puissance en watts qu'on monitore, qu'on suit, l'AFC en récup, les lactates en fin de séance et le RPE. Voilà, dans ce type de séance-là, ce qu'on fait. Maintenant, un exemple de monitoring sur le suivi de Sandra que vous allez voir donc, juste après. Donc, voilà, son suivi de variabilité cardiaque. Donc, vous voyez qu'on observe la même chose, ce rebond ici, cette montée ici orthosympathique avec l'augmentation de fréquence cardiaque. Donc ici, ça se stabilise, le niveau HF remonte. Là, en position debout, ce qu'on observe parfois en position debout, c'est cette phase ici de difficulté
ici, mais qui correspond avec la crise hydrique, c'est-à-dire comme le volume plasmatique y part, le cœur est obligé de faire plus d'efforts pour faire remonter le sang donc, au niveau du cerveau. Et on a ici ce niveau en fait, de réponse LF qui est affaissé. Ça correspond vraiment à la crise hydrique. Ensuite ici, point très important, c'est de monitorer en hypoxie plusieurs choses. Donc la composition corporelle, on en a parlé un petit peu, notamment l'hydratation totale intra-extracellulaire, la masse grasse. Et sur ces petits graphiques, vous voyez chez Sandra, elle n'est pas très grosse pourtant, elle n'est pas vraiment pleine de graisse, mais elle perd de la masse grasse tout au long du stage, et surtout au début, ça descend plus, et après c'est plus stable. Ça, c'est un point très important, ça pourrait être presque une règle générale. Quand vous mesurez la SpO2 au cours d'un stage, il faut vraiment, idéalement, voir cette évolution progressive qui est signe en fait qu'on on fixe de mieux en mieux l'oxygène au niveau du sang parce que progressivement on va augmenter et produire des nouveaux globules rouges, des réticulocytes et on va améliorer cette qualité-là. Ça, si vous ne voyez pas ça se faire au cours du stage, c'est que ce n'est pas très favorable. Si ça reste bas, c'est que vous avez une erreur dans l'association des stress d'entraînement hypoxique, il faut tout de suite corriger. Donc là, on a aussi l'évolution de l'eau extracellulaire, donc en bleu et intracellulaire en rouge. Il y a des mouvements de fluide qui sont liés à l'hypoxie avec des protections. Vous avez ici l'eau totale avec la crise hydrique, ici, la stabilisation. Et voilà, donc j'ai été le plus vite possible. Mais je vous remercie pour votre attention. Oui, oui. Reste là. Reste là. Merci, merci Laurent pour cette présentation très riche, beaucoup de données. Et donc place à pareil, une ou deux questions assez rapides pour que Sandra puisse prendre la suite. Merci pour votre intervention. Est-ce que durant votre monitoring avec le HRV des sportifs de haut niveau, vous avez pu voir une corrélation entre des perturbations de la VFC et les cycles menstruels chez les filles? Très bonne question. Il y en a, mais je n'ai pas particulièrement suivi ça. Mais c'est évident que c'est quelque chose qu'il faut développer et qu'il faut suivre particulièrement. Et au niveau des tendances, vous pensez que par exemple le ratio LF-HF, dans quel sens il évolue à peu près dans vos intuitions? Moi, je pense qu'en fait, il va y avoir un effondrement du parasympathique dans la phase vraiment de début des règles. Et qu'il va falloir vraiment, il faut absolument tenir compte dans l'entraînement, sinon on va vraiment, on peut potentiellement fatiguer très très vite l'athlète. Mais particulièrement pour les femmes, je pense que c'est effectivement un suivi très important dans ces phases-là. Mais donc, comme vous avez dit, j'ai pu suivre énormément d'athlètes de haut niveau un petit peu dans toutes les disciplines par rapport à ça. Mais parfois, c'est pas si net que ça. Par exemple, sur Sandra, on voit pas grand-chose. Sur Charline Picon, en planche à voile, je pense que c'est très individuel, ça dépend vraiment des femmes. Et sur un paquet d'athlètes que j'ai vus, j'ai pas vraiment vu de gros problèmes. Ou sur les biathlètes filles, que j'ai suivi certaines pendant plus de 17 ans tout au long de leur carrière, c'était pas si net que ça. Mais je suis d'accord avec vous, c'est quand même... Au niveau de la littérature, on sait qu'il y a effectivement des perturbations. Chez les athlètes de haut niveau, je n'ai pas vraiment vu ces choses-là. Et dans les sports d'endurance, le fait qu'elles soient aménorées, parfois du coup cette absence de règles, est-ce que vous avez cette corrélation? Pas forcément? Non. Merci. Merci pour votre présentation. Une question aussi par rapport à l'alternative de l'utilisation du suivi de la VFC pendant la nuit. Parce qu'il y a un certain nombre d'études aujourd'hui qui ont investigué ce sujet, puisque le test du matin peut être jugé contraignant avec la répétabilité dans des conditions similaires. Donc voilà, notamment l'étude d'Herzig en 2017 qui s'est intéressée à des skieurs alpins de classe mondiale. Donc votre avis sur la question, est-ce que c'est une alternative pertinente de votre point de vue? C'était un débat en fait qu'on menait effectivement, donc il y en a qui sont sur les analyses de nuit, donc nocturnes, et puis en fait
Avec notre groupe, on s'est plus orienté sur l'analyse le matin à jeun. Pourquoi? Parce que dans la nuit, il y a tous les cycles du sommeil. Et à part les connaître très très bien, et si on prend que le sommeil lent profond, le sommeil paradoxal, alors là, c'est le grand écart. Hein. Donc c'est vraiment des différences énormes au niveau du système neurovégétatif. Et il y a un autre point aussi très important, c'est que dans l'analyse de la fatigue, il faut absolument aussi avoir la position debout. Parce que tout le monde a ressenti la fatigue hypotension orthostatique, qui est assez fréquente, et les problèmes de déshydratation avec des dérives de fréquence cardiaque en position debout. Et si on fait que des analyses en position couchée, on passe complètement à côté de ça, alors que ça peut représenter plus de 20% des cas de fatigue. Donc, c'est une des raisons. L'autre raison, c'est que le matin à jeun, après être allé aux toilettes, si on essaie d'avoir une très bonne reproductibilité, en fait, c'est effectivement une condition stable. Et donc, voilà, c'est la raison pour laquelle on a vraiment calé ce type d'analyse-là à ce moment-là.